Alors, je vais vous parler effectivement du paradoxe du roseau commun et en déclin en Europe et envahissant en Amérique du Nord. Et j'aime bien débuter cette présentation par cette image. Alors, on voit donc une immense population de roseaux communs. Son petit nom latin, c'est Phragmites australis. Alors, Québec, où je travaille? Pas du tout. France, Camargue. Donc, quand on dit en déclin en Europe, évidemment, à l'examen de cette image-là, ça ne semble pas si évident que ça. Et pourtant, c'est une espèce qui, en effet, connaît des déclins de population généralisés sur une bonne partie, sinon la totalité, de son aire de répartition européenne. Pas partout de la même façon, mais quand même, semble-t-il que le phénomène est assez généralisé. Les causes de ce déclin-là en Europe sont plus ou moins bien connues. Je n'en suis pas un spécialiste, mais d'après ce qu'on peut lire dans la littérature, les causes seraient multiples. Ça pourrait être associé à des pertes d'habitat, à un phénomène d'eutrophisation, à une régularisation du niveau des eaux qui pourrait nuire à la pérennité de l'espèce. Ça pourrait être aussi associé à l'introduction de brouteurs exotiques, le ragondin par exemple. Enfin, les causes sont multiples et jusqu'à la publication de cet article-là, qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, on pensait que le bassin, enfin ce qui entourait la Méditerranée, était relativement épargné par le phénomène du déclin. Mais ces chercheurs-là, italiens, ont également trouvé des preuves à l'effet que les populations italiennes en bordure de la Méditerranée seraient aussi en déclin. Donc, c'est un peu paradoxal parce que pendant que cette espèce-là serait en déclin en Europe, elle est en pleine expansion de population en Amérique du Nord. Et de fait, dans le nord-est du continent nord-américain, c'est probablement la plante la plus envahissante à l'heure actuelle. Et c'est donc une situation qui est paradoxale, mais elle n'est pas unique. Il y a d'autres paradoxes Europe-Amérique du Nord. Il faut savoir que chez les plantes, puis probablement aussi chez les animaux, même si ce n'est pas de statistiques, mais chez les plantes, au Québec à tout le moins, 82 % des plantes qui ont été introduites au Québec et qui se sont échappées en nature proviennent d'Europe. Donc, c'est vraiment un phénomène d'invasion européen. La très grande majorité de celles-ci se comportent très poliment et, ma foi, restent dans les plates-bandes. Mais il y en a quelques-unes qui débordent et vous en avez ici des exemples, qui sont des plantes parfois assez peu communes, sinon rares, ou du moins pas très abondantes en Europe, du moins d'après ce que mon collègue Éric m'a raconté, mais qui, en Amérique du Nord, prennent des proportions extraordinaires. Le cas que je pourrais vous parler, c'est celui de la châtaigne d'eau, donc une plante qui, me semble-t-il, n'est pas particulièrement abondante en Europe. Elle a été introduite déjà plusieurs décennies aux États-Unis, essentiellement comme plante de jardin d'eau. Et comme toute plante de jardin d'eau qui se respecte, tôt ou tard, elle finit par s'échapper et se retrouver en nature. Elle a épargné le Québec jusqu'en 1998, où on l'a aperçue pour la première fois dans une petite rivière, qui est la rivière du Sud. Alors, en 1998, c'était la situation en l'an 2000, c'est la situation en 2001. Alors, vous voyez que quand ces plantes-là, c'est vraiment une expansion de nature exponentielle, et ce qui semble être un petit problème au début devient un gros problème par la suite. Et c'est d'autant plus un gros problème que la rivière du Sud se jette dans la rivière du Richelieu, qui elle-même se jette dans le fleuve Saint-Laurent, et pas n'importe où, à l'endroit précis où se trouve la moitié des marais du Québec. Donc, il y avait vraiment une préoccupation à l'effet de stopper cette invasion. Alors, au début, ça commençait avec ceci. C'était très sympathique, mais ce n'était pas très efficace, compte tenu de l'envergure de l'invasion. Et assez rapidement, on est arrivé à utiliser ceci, qu'on appelle la grenouille, même franchement, ça n'y ressemble pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, ce véhicule-là, qui est un véhicule amphibie, sert d'ordinaire l'hiver, enfin plutôt au printemps,
à briser les embâcles de glace qui se forment sur les rivières et qui sont la source d'inondations. Mais c'est un véhicule qui, en définitive, s'est révélé extrêmement efficace pour récolter d'énormes quantités de châtaignes d'eau qui ont par la suite été éliminées. Pour le moment, l'invasion est sous contrôle, mais la plante est là pour rester. Et on sait très bien par les expériences américaines précédentes que la minute où on va cesser les efforts de contrôle, l'espèce va revenir aux proportions qu'on lui a connues ces dernières années. Et pour la petite histoire, l'an dernier, les budgets de contrôle ont été complètement coupés. Donc, tous les efforts investis, on parle de 2 millions de dollars, à peu près 1,3 million d'euros, risquent d'avoir été investis en pure perte, faute de budget. Moi, ce n'est pas la plante qui m'intéresse, même si elle est très intéressante. Celle qui m'intéresse davantage, c'est celle-ci. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette plante-là au début des années 2000, on se posait évidemment plusieurs questions. Et la première question qu'on s'est posée, est-ce que c'est bel et bien un envahisseur? Évidemment, quand on regarde une diapositive comme celle-là, la réponse semble évidente. Mais depuis que j'ai commencé à travailler avec les espèces envahissantes, je me méfie beaucoup des évidences. Alors, on a décidé, avant de partir en peur et de faire des campagnes d'éradication de grande envergure, on va d'abord prendre le temps d'évaluer le phénomène. Et par la suite, on verra si bel et bien ça se trouve être une nuisance. Alors, si vous venez au Québec et que vous prenez la route, ce qui risque fort de se produire, surtout le long des autoroutes, vous allez constater que le roseau est omniprésent. Il est partout. Alors, les autoroutes, évidemment, ce sont deux chaussées séparées par une travée centrale. Et vous allez constater que finalement, les autoroutes du sud de la province sont littéralement bordées de 3 haies continues de roseaux dans la travée centrale et chaque côté des chaussées. Et vous avez peut-être l'impression, à regarder ceci, que le roseau, finalement, ce n'est pas une très grande plante, ça arrive à peu près à la ceinture. Détrompez-vous. Le roseau envahisseur européen au Québec, c'est 5-6 mètres de haut. Donc, c'est vraiment une plante de très grande envergure et on peut trouver jusqu'à 80, jusqu'à 150 tiges au mètre carré dans certaines conditions. Donc, c'est un envahisseur qui est assez prolifique. Au début des années 2000, en fait plutôt vers 2003, j'ai un étudiant qui a décidé de faire le point sur cette question et de faire l'inventaire du roseau le long des autoroutes du sud de la province. Alors, vous avez le résultat de cet inventaire. Chaque section d'autoroute est subdivisée en polygones. Plus le polygone est rouge, plus le phénomène, plus le roseau occupe une forte densité le long des autoroutes. À Québec, où je réside, on a l'habitude de dire que tous les problèmes viennent de Montréal. Alors ici, vous en avez une démonstration éloquente. C'est la preuve que le problème est vraiment concentré dans la région de Montréal. En fait, vous avez même certains secteurs d'autoroute où c'est finalement, comme je vous l'ai mentionné tantôt, des haies continues de roseaux qui ne sont interceptées que par les échangeurs autoroutiers. Et ne pensez pas que cette situation-là est statique. Dans le modèle que Yvon a fait à l'époque, le modèle semblait suggérer que la progression du roseau vers le nord et vers l'est était pour le moment freinée par des conditions climatiques moins favorables. Mais je ne crois plus que cette situation est encore valable de nos jours avec notamment le climat qui se réchauffe à une vitesse grand V, du moins dans le sud de la province. En fait, on fait actuellement des suivis dans la partie est de la province et chaque année, 2 % de plus du réseau autoroutier est envahi par le roseau. Ce qui fait en sorte que si on a fait des projections, et en 2010, on estime que 38 % du réseau autoroutier qui est envahi. Ce qui veut donc dire que dans 6 ans, à un rythme de 2 % par année, c'est la moitié du réseau autoroutier qui est littéralement envahi par le roseau, ce qui commence à faire quand même pas mal. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait du roseau et des autoroutes, je peux vous le dire. Ça, ce que vous voyez là-dessus, c'est une courbe d'invasion.
Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'est une courbe d'invasion. C'est tout simplement l'occupation spatiale du territoire par la plante au fil du temps. Ça se fait avec des indices historiques, essentiellement des spécimens d'herbiers. Alors, la plus vieille preuve qu'on a au Québec de l'introduction du roseau européen, c'est 1916. Et entre 1916 et 1960, vous regardez la courbe, c'est plat. Il ne s'est rien passé. Le roseau était en stand-by, si on peut dire. Et à partir de 1963, de façon très précise, les populations de roseaux ont explosé. Or, curieuse coïncidence, en 1963, à l'année près, on a débuté le programme de construction autoroutière au Québec. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. Je n'en crois rien. Je pense qu'il y a vraiment un lien de cause à effet entre les deux phénomènes. Et une partie de l'explication réside dans le fait que les autoroutes, qu'est-ce que c'est? Ce sont finalement d'extraordinaires corridors. Ce sont des milieux humides linéaires. Vous avez les fossés de drainage qui sont en général bien arrosés, surtout par les temps qui courent. Et ça constitue donc d'excellents milieux humides linéaires, des habitats par excellence pour l'installation et la propagation de l'espèce. Ce sont des milieux dégagés. Il n'y a pas d'arbres, évidemment, à proximité des autoroutes. Donc, il y a peu de compétition pour la lumière. Et le roseau est une espèce qui prolifère en pleine lumière. Très, très intolérant à l'ombre, mais en situation lumineuse, pas de problème pour la prolifération de cette espèce. Cela dit, le roseau n'est pas uniquement présent le long des autoroutes. Il est présent le long de toutes les routes. Et particulièrement les routes asphaltées pour des détails que, bon, je n'expliquerai pas nécessairement dans le menu détail. Donc, il y a quelques années, j'avais un étudiant français par ailleurs, Benjamin Lelong, qui est venu faire sa thèse de doctorat dans mon laboratoire. Et il a cartographié les populations de roseaux le long de toutes les routes d'une région du sud du Québec. Bon, le code des couleurs, ce sont les dépôts de surface géomorphologiques. Ce n'est pas tellement d'intérêt en ce moment, mais chaque point noir représente une population de roseaux. Et dans le fond, je pourrais enlever le fond de carte, ne garder que les populations de roseaux, et on pourrait retracer à main levée le réseau routier, tellement le roseau est omniprésent le long de toutes les routes. Et une des explications pourquoi le roseau est aussi abondant sur le bord des routes, elle réside dans ceci. Alors ça, c'est quoi? C'est un camion qui épand du sel pendant l'hiver. On met au Québec chaque année au moins 700 000 tonnes de sel sur les routes. Comme pour évidemment éviter pour faire fondre la glace lors des périodes, notamment dans les périodes de cycle du gel-dégel. Curieuse coïncidence, le roseau européen est particulièrement tolérant aux embruns salins. Non seulement il est particulièrement tolérant aux embruns salins, mais il va même pousser mieux s'il y a du sel dans son environnement que s'il n'y en a pas du tout. Alors, ça explique notamment une chose. Si vous allez au Québec et vous roulez sur les routes, vous allez trouver du roseau partout. Et là, vous allez peut-être être tenté d'aller aux États-Unis, si vous avez votre visa en étant français. Et là, vous arrivez à la douane, vous franchissez la douane et hop, beaucoup moins de roseaux. En fait, la quantité de roseaux va diminuer de plus en plus au fur et à mesure qu'on va aller vers le sud. Il y a une hypothèse, j'ai une explication sans l'avoir testé à cette hypothèse-là. D'abord, les Européens, pas les Européens, mais les Américains fauchent leur bord de route. Alors déjà là, en partant, on en voit moins. Mais au-delà de ça, là, dans les routes moins fauchées, on en voit moins. Pourquoi? Parce que la nécessité d'épandre du sel est beaucoup moins importante au sud de la frontière canadienne, étant donné que le climat est plus clément. Alors, le phénomène roseau routier, il est vraiment, il est assez étroitement associé à ce qui se passe au Québec. Bon, le roseau routier, un envahisseur, certes, mais est-ce que c'est d'une nuisance pour autant? Ça dépend. Je ne pouvais pas évidemment faire autrement que vous montrer une photo hivernale. Pour le ministère des Transports, le roseau, ce n'est pas nécessairement un problème. C'est même plutôt un avantage. La raison est la suivante, c'est que, comme vous pouvez le constater, les tiges de roseau restent érigées pendant la période hivernale. Il n'y a pas beaucoup de plantes herbacées qui ont ce comportement-là. Donc, ce sont des tiges mortes, mais elles sont suffisamment robustes pour passer l'hiver sous forme érigée. Ce sont des trappes à neige par excellence. Alors, les autoroutes, comme bien des autoroutes françaises par ailleurs,
Évidemment, elles sont bordées par des terres agricoles, donc tout a été déboisé. Le vent a énormément d'emprise sur les terres agricoles, puisqu'il n'y a évidemment aucun obstacle à la propagation du vent. L'hiver, c'est un problème parce que la neige qui tombe sur les champs est soufflée vers la route. Or, au mois de mars en particulier, c'est problématique parce que la neige qui est soufflée des champs sur la route, au mois de mars, c'est que le gel des gels fond pendant le jour et à 17 heures, pour être très précis, ça gèle d'un coup sec. Les automobilistes qui circulent pendant la journée ne prennent pas garde à un changement aussi rapide des conditions routières. Alors, à 17 heures, floup, 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 ça prend le champ. Quand on laisse pousser ça sur le bord des autoroutes, le phénomène ne se produit plus parce que la neige qui est soufflée ne se rend pas jusqu'à la route, elle est trappée par le roseau. Alors, de fait, il y a des sections autoroutières où le seul fait d'avoir laissé pousser le roseau a réduit jusqu'à 80 à 90 les sorties de route pendant certaines périodes de l'hiver, ce qui n'est quand même pas négligeable. Un autre phénomène, un peu moins important, mais quand même significatif, le roseau qui se trouve dans la travée centrale de l'autoroute constitue un excellent mur-écran qui protège de l'éblouissement, donc des phares des véhicules qui viennent en voie inverse. Ça a l'air un peu insignifiant comme phénomène, mais pour l'avoir évidemment testé à moult reprises, c'est quand même un phénomène intéressant qui permet d'augmenter en quelque sorte la sécurité routière. Il arrive parfois des choses comme celle-ci. Alors ça, c'est une anecdote. Ce que vous avez devant vous, c'est une voiture volée. Alors le voleur a volé cette voiture, a pris l'autoroute, et elle a été repérée par une voiture de police qui l'a pris en chasse. Pour fuir la voiture de police, le voleur a délibérément fait une sortie de route et il a délibérément fait sa sortie de route dans une population de roseaux très massive, en bordure évidemment de l'autoroute. Ça a pris une semaine à la police à retrouver ce véhicule-là. Pas loin de vous dire que le voleur, depuis, entre-temps, avait quitté et s'était évaporé dans la nature. La Sûreté du Québec, donc le corps policier provincial, était outré de la situation et a demandé au ministère des Transports du Québec de faucher toutes les roselières en bordure des autoroutes pour éviter qu'une situation comme celle-là ne se reproduise. Alors, vous imaginez la conséquence. Bon, le ministère des Transports a fini par faire valoir que c'était un peu anecdotique, mais il peut arriver aussi des situations comme celle-ci associées au roseau. Le roseau, tant que ça demeure sur le bord des routes, donc c'est plus ou moins un problème. C'est quand ça sort de l'emprise routière détenue par le ministère des Transports que là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, le roseau est prolifère, c'est une plante de milieu humide. Donc, à chaque fois qu'on lui donne une structure pour se propager, un fossé de drainage, il va se propager. Et c'est ce qui arrive, c'est-à-dire ici, vous voyez, par exemple, un fossé de drainage. Au Québec, en général, on n'a pas de problème de sécheresse, donc on n'irrigue pas, on draine. On essaie d'évacuer le plus possible l'eau, surtout que nos terres agricoles sont très argileuses, donc assez imperméables. Donc, on va plutôt drainer. Et évidemment, ces structures de drainage-là favorisent la prolifération du roseau. Et ça peut parfois être assez rapide. C'est une reconstitution historique de la propagation du roseau dans une région agricole, c'est-à-dire celle de Saint-Bruno de Montarville, pas tellement, à peu près une trentaine de minutes de Montréal. C'est fait par photographie aérienne en 1985. Donc, les points bleus, ça, c'est le roseau. 1985, 1988, 1995 et 2002. Alors, vous voyez, la propagation se fait de la façon suivante. D'abord, le long des routes et ça pénètre le long des fossés de drainage. Et éventuellement, il se produit ceci, c'est-à-dire ça commence à envahir les terres agricoles. Pour la très grande majorité des agriculteurs, ce n'est pas un problème parce qu'ils utilisent des doses massives d'herbicides et même le roseau ne résiste pas aux herbicides. Mais ici, par contre, vous avez un producteur de soya biologique. Pour lui, l'herbicide n'est pas une option. Et c'est une véritable catastrophe. Il n'a aucun ou très peu de moyens à sa disposition pour lutter contre une invasion aussi massive. Ça devient donc un peu moins intéressant. Aussi, qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est une tige de roseau au printemps. Le roseau, c'est une plante vivace. Et ce que vous voyez à l'air libre, c'est 40 de la plante. 60 de la biomasse de la plante se trouve sous la surface du sol. Alors, évidemment, ce qui est au-dessus de la surface du sol meurt pendant l'hiver. Ça demeure vivant en dessous de la surface du sol pendant la même saison. Et au printemps, ça sort, et ça sort comme ça. Alors, pas loin de vous dire qu'il y a même l'asphalte ne résiste pas à une invasion massive de roseaux parce que ce sont des tiges extrêmement robustes qui finissent par causer des dégâts à la chaussée. Alors, ça devient donc un peu moins intéressant. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est une autoroute qui est située tout juste au nord de Montréal. Alors, vous avez, et sur le bord de cette autoroute-là, vous avez un développement donc, de banlieue avec des gens de dimension, de revenus relativement modestes, mais assez quand même pour pouvoir s'acheter des maisons de banlieue. Et j'attire votre attention sur ceci. Ce sont tous des piscines hors terre. Alors, ces gens-là n'ont pas les moyens pour se payer des piscines creusées bétonnées, donc ils s'achètent des piscines hors terre où l'eau est retenue par une toile. Mais toute l'autoroute est bordée par une haie de roseaux. Et le roseau étend son système racinaire sous les cours arrière et tôt ou tard sous les piscines. Et les tiges finissent toujours par vouloir retrouver l'air libre. Alors, vous avez ça qui sort au printemps. Alors, toutes les toiles de ces piscines-là sont percées chaque année par des tiges de roseaux qui tentent de sortir. Les gens ne sont pas contents. Et ça, on est dans la ville, c'est une petite ville, ça s'appelle la ville de Boisbriand, et les résidents poursuivent à l'heure actuelle en justice le ministère des Transports du Québec pour manque d'entretien de leur végétation de fossés autoroutiers. Et une toile, soit dit en passant, d'après de mes renseignements, c'est 1 000 à 2 000 de remplacement chaque année. Donc, ça devient assez problématique. Donc, là, ça commence à devenir un peu moins drôle. Et quand il se produit ceci, ça devient encore moins drôle. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est ce qui arrive quand des petits malins, au printemps, foutent le feu aux chaumes sèches de roseaux. Quand ça se produit dans un marais, comme c'est le cas ici, c'est spectaculaire. Ça donne moi, je l'ai vu de mes yeux vus, ça donne la frousse. J'aimerais pas être derrière ce rideau de flammes, je vous le dis tout de suite, c'est assez effrayant. Mais bon, ça reste quand même cantonné au milieu humide. Quand ça se produit à 2 pas des habitations, c'est pas mal moins rigolo. Il n'y a pas de cas au Québec où il y a eu des problèmes, mais il y a eu beaucoup de cas aux États-Unis où on fait des épandages, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, mais on fait des épandages massifs d'herbicides pour éviter que cette situation-là ne se produise, parce que dans certains cas, dans l'État du Delaware en particulier, les habitations sont littéralement construites dans les marais. Alors, il y a même des cas où ça, c'est la ville de Mont-Saint-Hilaire, c'est à peu près à 45 minutes de Montréal. J'avais un étang dans un parc, littéralement envahi par le roseau. Ils étaient excédés à un point tel par cette population de roseaux-là qu'ils ont décidé de l'arracher à la main. Alors, vous imaginez la tâche, ça, c'est la récolte annuelle. Ils ont fini par en venir à bout, mais évidemment, vous comprendrez que c'est une opération qui est continuellement à recommencer. Une autre nuisance aussi, c'est ce qui se passe en bordure des lacs. C'est un phénomène assez récent, il n'y a pas beaucoup d'exemples. On commence à voir certains lacs qui deviennent littéralement envahis par le roseau. Vous avez ici le grand lac Saint-François, qui est à peu près à, je dirais, à 1h15 de la ville de Québec, au sud de la ville de Québec. Au milieu des années 90, il n'y avait aucune population de roseaux. Quand on a fait notre inventaire au milieu des années 2000, on en a trouvé 350. Et une des choses qu'on a regardées, c'est qu'on voulait savoir, est-ce que c'était tout le même clone qui se propageait autour du lac? Alors, selon la littérature, selon ce qu'on sait de la littérature, c'est que le roseau, en Amérique du Nord, ou particulièrement au Québec, est incapable de faire des graines. Pourquoi? Parce qu'il fait ses graines en septembre, donc beaucoup trop tardivement pour que les graines parviennent à maturité avant l'arrivée de l'hiver. Donc, nous, on avait supposé que le roseau, c'était des bouts de tiges, c'était tout le même clone qui se propageait autour du lac.
C'était des bouts de tiges, des bouts de racines qui flottaient à la surface de l'eau et qui se ramassaient sur le bord des rives, s'enracinaient et formaient un nouvel individu. En somme, que génétiquement parlant, ça allait tout être la même chose. Ce n'est pas du tout le cas. On a fait des analyses génétiques. Dans les 345 populations de roseaux, il y a au moins 134 génotypes différents. En clair, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une très grande diversité génétique et la seule chose qui peut expliquer une aussi grande diversité génétique, c'est qu'il y a une recombinaison des gènes par le biais de la reproduction sexuée. Donc, en clair, c'est des graines qui propagent l'espèce, ce n'est pas du tout des bouts de tige. Dire, bon, so what, qu'est-ce que ça change? Bien, ça change tout. Et ça nous a permis notamment d'expliquer pourquoi le roseau proliférait autour du Grand Lac Saint-François. Alors, c'est un peu ce qui est illustré sur cette diapositive. Le Grand Lac Saint-François, jusqu'au milieu des années 90, était un lac où il y avait très peu d'habitation autour de ce lac-là. Il est assez loin de Montréal et de Québec pour que la vague de construction domiciliaire associée à la villégiature ne l'ait atteint que tardivement, au milieu des années 90. Au milieu des années 90, les autres lacs étant beaucoup trop chers pour se construire, ce lac-là est devenu très populaire et il y a eu une vague massive de construction domiciliaire. Alors, au Québec, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais au Québec, quand on construit en général, on enlève toute la surface du sol, tout le couvert végétal, et on bâtit sa végétation. Et en dénudant des sols, on crée des lits de germination extraordinaires pour le roseau. Alors, ça donne à peu près ce que vous voyez ici. Donc, une nouvelle maison, lit dénudé, il y a une population de roseaux qui s'est installée. Là, c'est plutôt sympathique quand même. Bon, c'est pas laid, c'est bon. C'est moins drôle quand ça ressemble à ça. Alors ça, pour la petite histoire, derrière, vous avez une maison. J'estime le coût de cette maison-là à quelque chose comme 250 000 à 300 000 euros. C'est une horreur. C'est une des maisons les plus laides que j'ai jamais vues, puis il y a des palmiers en plastique en avant. C'est épouvantable. Et le type, quand il s'est installé là, au début des années 2000, il avait un terrain immense avec une vue imprenable sur le Grand Lac Saint-François. Alors, ce qu'il a décidé de faire, c'est un classique. La première chose qu'il a fait, il a tout coupé les arbres pour avoir évidemment une vue magnifique et il a complètement artificialisé ses rives. Ce faisant, il a créé des lits de germination extraordinaires pour le roseau et il a devant lui une des plus fantastiques colonies de roseaux qu'il y a autour du lac Saint-François. Donc, au lieu d'avoir une vue imprenable sur le lac, il a une vue imprenable sur rien, c'est-à-dire sur un mur végétal d'à peu près 6 mètres de haut. Mieux que ça, évidemment, en coupant ces arbres, il s'est fait une pelouse immense. Or, au Grand Lac Saint-François, il y a une population d'oies résidentes. Normalement, les oies migrent vers le nord pour nicher, mais il y a, à cet endroit précis, une population d'oies résidentes qui, tous les soirs, systématiquement, vont brouter sur sa pelouse. Ce qui fait en sorte que sa pelouse est littéralement un champ de merde d'oies avec une très haute densité. Alors, moi, personnellement, je trouve ça assez jouissif. Ça montre finalement que la nature, quand on la malmène, elle finit toujours par trouver un moyen de se venger. Ce qui est moins drôle, donc, ce qui pourrait être moins drôle, par contre, c'est lorsque le roseau passerait de la route au marais. Et ça, on l'a observé à plusieurs reprises. Et il y a des cas où l'envahissement peut être assez remarquable. Ici, c'est le Parc national des îles de Boucherville. C'est tout juste en bordure de l'île de Montréal. Et il y a eu, à la fin des années 80, un envahissement massif de marais. On est passé en l'espace de quelques années de 0,3 hectares à une trentaine d'hectares. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ceci. Alors, en mai 2010, on a connu exactement le même phénomène que vous connaissez à l'heure actuelle, une sécheresse totalement hors proportion. Le Saint-Laurent, le niveau du fleuve Saint-Laurent est descendu sous le zéro des cartes, je pense même 1 mètre sous le zéro des cartes à un certain moment donné, du jamais vu depuis qu'on a commencé à faire des mesures de niveau d'eau. Or, quand le niveau d'eau descend, qu'est-ce qui arrive? Ça exonde des sols, donc des lits de germination extraordinaires pour les graines de roseau. Ici, ce que vous avez, c'est une vue aérienne de cette très vaste roselière et vous pouvez voir des structures arrondies. Ce ne sont pas des traces de la présence d'ovnis, je vous le dis tout de suite. En fait, ce sont des colonies de roseaux.
Et nous, on avait émis l'hypothèse que chaque colonie, en fait, au centre, une graine avait germé, la tige avait poussé, et par la suite, la plante s'était étendue par propagation végétative. Alors, j'ai un étudiant français aussi, qui est venu faire sa thèse chez moi, Arnaud Albert, qui a testé la génétique de ça. Et effectivement, chacun de ces grands cercles, c'est un seul et même clone. Et quand on fait une estimation un peu grossière, finalement, qu'est-ce qu'on arrive? Peut-être que cette invasion-là s'est produite à partir d'une soixantaine de graines. Aujourd'hui, ça couvre à peu près 50 hectares. 60 graines pour envahir 50 hectares, ça n'en prend pas beaucoup. Or, autour, maintenant, à cet endroit-là, il doit y avoir des millions, peut-être même des milliards de graines. Chaque tige a 800 graines. Alors, vous pouvez vous imaginer que lorsque les conditions sont propices à l'envahissement, la source de graines n'est pas très loin. On continue nos travaux à l'heure actuelle et on continue à faire le recensement. On le fait maintenant de manière par des moyens satellites. C'était la situation en septembre dernier. Vous pouvez comparer avec ce que c'était en 2002. Et on fait même à l'heure actuelle, c'est une étudiante qui a commencé à travailler ce projet-là. On commence à faire des projections compte tenu des scénarios climatiques futurs qui prévoient notamment une baisse d'au moins 1 mètre du niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent, particulièrement au printemps. Alors, voici un peu ce que ça donne. Donc, ce sont des conditions, c'est quand même des milieux qui sont assez difficiles, assez imperméables, je dirais, à la pénétration. Et même, ça, c'est le journal que le Parc national donnait il y a quelques années. Vous pouvez difficilement faire abstraction du roseau, mais je peux vous garantir que la pauvre fille en kayak, elle n'ira pas bien loin dans la formation de roseau. C'est totalement impénétrable à la pénétration. Est-ce que c'est une menace maintenant, la biodiversité des marais? Je pense qu'il faut la peine de se poser la question. Pour les plantes, c'est vrai qu'une roselière, ce n'est pas très riche en diversité végétale. Pour les animaux, c'était moins sûr. Mes partenaires qui travaillent avec moi sur la faune, sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune et Canards Illimité Canada, vous ne connaissez peut-être pas cet organisme-là, mais c'est la plus grande ONG environnementale aux États-Unis, de très, très loin devant les autres. Donc, très préoccupés par l'état des marais, notamment pour la sauvagine. Pour eux, c'était une évidence. Claude, perds pas ton temps à étudier ça, c'est sûr que c'est un problème. On ferait peut-être mieux de regarder ça quand même un peu. Voulez-vous, donnez-nous un petit peu d'argent, puis on va aller regarder la chose. Alors, on a fait donc des études fauniques, et je peux vous garantir que travailler en faune dans des roselières, c'est un méchant contrat. C'est extrêmement difficile. Ça, par exemple, vous avez un engin de pêche. Installer des engins de pêche dans des roselières, ça demande beaucoup de travail. Quoi qu'il en soit, on l'a fait et on a commencé à travailler sur des poissons. Alors, c'est d'un brochet. D'après ce que j'ai constaté au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, c'est la même espèce que la vôtre, donc Esox lucius, mais les nôtres sont plus gros, bien sûr. Ce que Mélissa a fait, elle a travaillé sur la ponte du brochet, qui est un animal qui pond ses œufs en pleine inondable, pour l'essentiel. On a commencé nos travaux en 2009, donc en régime de haut niveau d'eau, et on a trouvé 3 fois moins d'œufs dans les roselières par rapport aux témoins. Là, ça fait mal. Parce que si les roseaux prenaient de l'expansion à un point tel qu'ils occupaient tous les sites de frais, le brochet pourrait en subir les conséquences. Alors, pour mes collègues de la faune, la question était réglée, on arrête ça là. Moi, il ferait peut-être mieux de faire au moins une 2e saison de terrain. Or, on l'a fait en 2010, régime de très bas niveau d'eau. Et on a trouvé 3 fois plus d'œufs dans les roselières que dans les témoins. C'est donc un portrait plus nuancé. En fait, le brochet, ce n'est pas un imbécile. En situation de haut niveau d'eau, où il y a énormément de formations végétales qui sont envahies, le brochet a l'embarras du choix. Il va plutôt éviter les roselières, pour un certain nombre de raisons. En situation de très bas niveau d'eau, il y a seulement les roselières qui ont les 2 pieds dans l'eau. Et les brochets, ils sont beaux à être intéressants au Québec, mais ils n'ont pas encore la capacité de sortir du niveau d'eau pour aller pondre. Donc, ils vont choisir finalement ce qu'il y a à leur disposition. Leur instinct leur dit ou tu ponds dans une roselière ou tu ne ponds pas du tout. Ils choisissent de pondre finalement dans des roselières. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé que ce qu'on imaginait au départ.
D'autre part, on a étudié d'autres aspects, le taux de croissance, la diversité. On n'a trouvé aucune différence sur ces autres aspects-là entre les roselières et les témoins. On a également regardé l'impact du roseau sur les assemblages d'oiseaux. Alors, c'est Noémie Gagnon-Lupin qui a fait ce travail-là. Et ce qu'elle a découvert, finalement, c'est que les roselières sont aussi riches et diversité en oiseaux que les témoins, mais ont des assemblages différents. Autrement dit, ce n'est pas tout à fait les mêmes oiseaux qu'on trouve. Et encore là, ça dépend. S'il y a de l'eau dans le fond de la roselière, au-dessus de la surface du sol, c'est identique. Si la roselière est sèche, ce qui se produit souvent, parce qu'il y a beaucoup de pertes d'eau par évaporation, là, on va avoir des différences, mais ce n'est pas un désert. Non seulement ce n'est pas un désert, mais en plus, c'est un endroit particulièrement favorable à la nidification de certains oiseaux en péril, comme ici le petit blongeau, qui est une espèce qui est presque en voie d'extinction à l'heure actuelle au Québec, sauf dans les roselières. Donc, avant de faire des programmes d'élimination massive des roselières, il faut quand même y penser 2 fois. Troisième chose, on a également étudié l'impact du roseau sur les assemblages d'amphibiens. Ça aussi, ça a été fait par une étudiante française. Je ne sais pas s'ils ont tous à venir chez nous étudier ça, mais de toute évidence, ça les intéresse. Donc, Amélie a décidé d'étudier l'impact sur les amphibiens et finalement, elle a démontré que les roselières sont aussi riches et diversifiés en amphibiens que les témoins. On n'a trouvé aucune différence. On a regardé tous les aspects et on ne trouve aucune différence entre les roselières et les témoins. Donc, en somme, les roselières ne sont pas des déserts biologiques. C'est ce que je m'évertue à répéter aux gens qui travaillent. Parce que souvent, la tendance, quand on voit ça, c'est « il n'y a rien ». Il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Et entre vous et moi, je préfère de loin ceci au stationnement d'un Walmart. Parce que ça pourrait être très, très, très utile comme argument pour faucher, pour éliminer ça, puisque, vous, les biologistes, vous dites qu'il y a des déserts. Non, moi, je ne dis pas qu'il y a des déserts. Ça reste un milieu humide. Peut-être pas comme c'était avant, mais ça reste un milieu humide. Cela dit, avoir des roselières, c'est une chose, mais n'avoir que des roselières, c'en est une autre. Alors, de là à transformer tout, de là à prendre à la légère la transformation de tous nos marins en roselières, c'est un pas qu'on ne franchirait pas. Alors, quoi faire pour s'en débarrasser ou à tout le moins le contrôler? La méthode américaine. Souvent, les gens rient quand ils voient cette image-là, on voit quelqu'un qui épand des pesticides. Il faut savoir 2 choses. Premièrement, la législation en matière d'épandage de pesticides est beaucoup plus permissive aux États-Unis qu'elle ne l'est au Canada. Ce que vous voyez là, ça serait strictement interdit au Canada en milieu humide, à tout le moins. Aux États-Unis, c'est permis. Mais il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, leurs problèmes sont à des années-lumière des nôtres. Chez nous, c'est pour le moment encore quelques dizaines d'hectares d'un seul tenant. Aux États-Unis, c'est des milliers d'hectares d'un seul tenant. Alors ici, vous avez un peu à quoi ça ressemble en bordure de la baie du Delaware. Alors, eux ont eu, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ont eu énormément d'argent pour la restauration de l'habitat du poisson. Pour des raisons X, Y, Z, ils ont jugé que ça ne constituait pas des frayères très intéressantes. Ils ont donc décidé d'utiliser, de travailler ça de façon massive avec des épandages aéroportés. Les pesticides sont à l'heure actuelle le seul moyen qu'on a d'éliminer le roseau sous la surface du sol. Rappelez-vous qu'il y a 60 de la biomasse qui est sous la surface du sol. Alors, selon le moment où on met, les pesticides vont migrer sous la surface du sol et ça marche. J'ai été voir ça, les résultats sont spectaculaires. On a des chutes parfois de 98 de la superficie en roseau. Mais il y a des problèmes. Premièrement, d'un point de vue environnemental, c'est discutable. C'est notamment une catastrophe pour les amphibiens. Bon, dans les marais saumâtres, il n'y a pas tant d'amphibiens que ça, mais dans les milieux d'eau douce, c'est une préoccupation. La deuxième chose, c'est à recommencer perpétuellement. Dès qu'on abandonne l'arrosage, 10 ans après, on revient exactement à la situation initiale. De toute manière, ce n'est pas une option qu'on a au Canada. Il faut trouver autre chose et on ne peut pas éliminer nos roselières, mais on peut à tout le moins tenter d'en freiner l'expansion. Alors, notamment le long des autoroutes. Alors, si les autoroutes constituent des voies de pénétration pour le roseau, on peut agir. Ça, c'est un fossé de drainage classique d'une autoroute avec un beau fond. Ça, c'est propre. Les ingénieurs du ministère des Transports, ils aiment ça, c'est des canaux, des fossés propres. Mais c'est aussi des fossés qui sont des lits de germination idéales pour le roseau. Et même pour la propagation, vous voyez les tiges, les stolons, ce sont des tiges au-dessus de la surface du sol qui courent et qui finissent par s'enraciner et former de nouveaux individus. L'idéal, c'est de transformer ceci en cela.
c'est-à-dire de faire en sorte que les fossés de drainage soient occupés par des espèces arbustives, en l'occurrence l'aulne. Alors, on peut penser que, ah oui, mais ça obstrue les fossés de drainage. Pas du tout, parce que la litière produite par l'aulne se décompose très rapidement et l'eau trace très rapidement son chemin au travers des tiges ligneuses. Et le roseau est tellement intolérant à l'ombre qu'il ne peut pas proliférer dans des conditions comme celle-ci. Alors ça, c'est une haie qui s'est faite de façon spontanée. Nous, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de travailler sur des nouveaux projets de construction d'autoroutes. Alors, le seul moyen que le gouvernement du Québec a trouvé pour lutter contre la crise économique, c'est de construire des autoroutes. On n'en a pas besoin, mais c'est pas grave, on les construit pareil. Et ce qui fait en sorte qu'on a plein de projets de construction autoroutière un peu partout au Québec et dans des régions particulièrement propices à l'envahissement pour le roseau. Et il faut agir immédiatement, parce que ne pensez pas que c'est un milieu hostile au roseau. Vous pouvez trouver sur 1 kilomètre, on l'a regardé, sur 1 kilomètre, on peut trouver jusqu'à 3000 nouvelles pousses de roseau au kilomètre. Donc, l'invasion, elle est là, elle va se produire. Ce qu'on peut faire pour l'empêcher, c'est d'agir immédiatement et de faire des plantations d'aulne en bordure des autoroutes. On le fait, on a commencé l'an dernier à titre expérimental. Évidemment, il n'est pas question de couvrir les autoroutes d'aulne, ce n'est pas ça le but. Mais il y a certains secteurs, particulièrement lorsque les autoroutes voisinent des marais sur certaines distances, où cette mesure-là pourrait être appropriée. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est faire des haies d'arbres. Alors, au milieu des années 80, il y avait une autre crise économique. Là, on n'a pas décidé de construire des autoroutes, mais on a décidé qu'on va produire des arbres, parce qu'on avait beaucoup de producteurs forestiers qui étaient en chômage. Alors, on va leur faire produire des arbres en pépinière, puis on va repeupler nos forêts. On en a produit de façon telle qu'on n'avait pas assez de forêts à planter. Donc, on a décidé, on ne savait pas où les mettre, on va les planter sur le bord des autoroutes. Alors, on en a planté. Puis, on a planté à peu près n'importe quoi. Ça, c'est du pin sylvestre, qui est une espèce européenne. Ici, c'est du pin gris. Puis, on a même planté de l'épinette de Norvège. Bon. Ça n'a pas rapport, mais vous pouvez le voir sur cette diapositive, celle d'épinette de Norvège. C'est un mur écran extraordinaire pour empêcher la propagation du roseau hors des emprises routières. Ça n'empêche pas le roseau de s'installer sur l'autoroute, mais ça l'empêche de sortir des autoroutes. Et on a fait des tests, puis effectivement, il y a des essences, particulièrement le pin et l'épinette ou l'épicéa, qui constituent des murs tout à fait imperméables à l'exportation du roseau hors des emprises routières, tellement cette espèce-là ne tolère pas l'ombre. Donc, quand on fait des combinaisons de stratégies, on finit par y arriver. Pour finir, on a commencé aussi à travailler un peu dans les marais. Bon, dans les marais, comme je vous dis, on ne peut pas éliminer le roseau par des pesticides. Par contre, il arrive des conditions où il y a des perturbations, où le sol est mis à nu, notamment pour construire des infrastructures, ou encore parce que les niveaux d'eau sont tellement bas, donc il y a beaucoup de sol qui est mis à nu. Et ça peut constituer un problème. Alors, on a décidé de faire une expérience. La première chose qu'on a fait, on a fauché du roseau. Après ça, on a enlevé le roseau sur une certaine superficie, donc toutes les tiges résiduelles sur le dessus. On a mis une immense toile pour tuer le roseau sous la surface du sol. Ça fonctionne en prenant bien soin d'éliminer la surface que vous voyez là du roseau, de la propagation du roseau sous la surface du sol. Et on a dit, on va faire un test. On va planter, d'abord on va faire des trous et on va mettre des mélanges de graines. Et on va voir si les plantes qui poussent vont constituer des freins extraordinaires à l'installation du roseau par voie de graines. Et là, on est entouré de roseaux. Là. Je pense qu'il y a 50 000 graines là, qui tombent au mètre carré. Là. Il y a de la graine en masse. Quand on a commencé à travailler sur ça c'était en mai 2010, c'est un étudiant coréen un étudiant assez extraordinaire à bien des égards, très, très calme, parce qu'on était un peu inquiets, parce que comment on fait pour faire pousser des plantes là-dessus? Ça a fonctionné à merveille. Et en fait, il y a des mélanges là-dedans. Il y a des mélanges, je pense qu'on peut le deviner ici, le roseau est pénétré en masse. Alors qu'ici, ou en fait, peut-être pas celui-ci, là, parce que je n'ai pas les données, mais il y a d'autres mélanges où le roseau a été tout simplement incapable de s'installer. Parce qu'il y a une stratégie. D'abord, il y a une plante annuelle, l'Olium pérenne, qui s'est installée de façon massive, a empêché toutes les graines de germer. Et par la suite, il y a des plantes vivaces qui vont prendre le relais. Alors, c'est une stratégie qu'on a développée. Évidemment, c'est à titre expérimental. Ça reste à être développé, mais pour le moment, les résultats sont, somme toute, assez prometteurs. Et on fait aussi beaucoup de
beaucoup de sensibilisation. Donc, j'invite de façon régulière, après tout, c'est les payeurs de taxes qui paient ces projets-là. Donc, je pense que c'est important que les projets soient diffusés. Donc, ici, c'est la télévision de Radio-Canada, ou encore on fait des pamphlets qu'on distribue au public, ou encore on fait des articles dans les magazines pour faire en sorte que ceci soit bien diffusé. Et pour terminer, on n'apprend pas beaucoup de nos erreurs. Ça, c'est le miscanthus. Le miscanthus est une plante ces dernières années qui a pris énormément, qui a énormément de popularité en horticulture ornementale. Et moi, ça ressemble donc à du roseau. Et j'avais dit au ministère des Transports qu'il le plante partout le long de ces nouveaux projets d'autoroute. Je dis, vous savez, c'est un peu paradoxal. Vous subventionnez mes projets sur le roseau, puis vous plantez ça partout. Alors, elle dit, Claude, faites-en pas, ça ne s'échappe pas. Ah, bon. Parc national de Plaisance, un des principaux marais du sud du Québec. Le marais commence tout juste à être envahi par le miscanthus. Bon, peut-être que dans 10 ans, je reviendrai ici puis je parlerai du miscanthus paradoxal. Enfin, voilà. Alors, si vous voulez en savoir davantage, bien, je vous invite à visiter le site Internet du groupe Phragmites. Vous y trouverez notamment des rapports sur le roseau qui font le bilan de la situation, des revues de littérature, en français, s'il vous plaît. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous êtes invité à les consulter. Et si vous n'en avez pas encore assez, bien, comme on vous l'a annoncé, je vous invite ce soir à l'autre conférence, Données grand public. Alors, comment construire un monstre de toutes pièces, la salicaire poupe en Amérique du Nord et autres épouvantables créatures. Et dans ce cas-ci, sur un ton plus léger, je m'amuse à comparer ce que les chercheurs trouvent et ce que la presse en dit. Et dans bien des cas, ça ne se ressemble pas beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Ce fut un plaisir.